Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Néologie en partenariat avec le Bureau des Talents et Grand Poitiers. Je m'appelle Pierre Couturier, moi du coup je suis Startup Manager chez Néologie. Je suis accompagné du coup d'Hélène Gattard qui est également Startup Manager chez Néologie. Comme vous le savez, bonjour à tous. Comme vous le savez, donc Néologie Technopole de Grand Poitiers possède 3 grandes missions: accompagner, héberger et animer. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on a le plaisir de partager un webinaire du coup sur la partie RH. Et les premiers recoupements, les clés du succès et du coup les pièges à éviter. Et dans ce cadre-là, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie Els et Alexandre Sheikh du Bureau des Talents qui prendront la parole. Puis ensuite, nous aurons Marius, responsable enseignement supérieur et innovation du Grand Poitiers, qui nous parlera du coup des dispositifs et des aides à l'innovation au niveau local. Pour tous ceux qui sont en ligne, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On prendra également un petit temps à la fin de chaque intervention s'il y a des questions. Donc, on vous souhaite un très bon webinaire et on peut commencer dès maintenant. Donc, je vous laisse la parole du coup à Marie Els et Alexandre Sheikh du Bureau des Talents. Bon webinaire. Super, merci beaucoup. Écoutez, enchanté, ravi de faire votre connaissance à tous. On a préparé quelques slides du coup pour appuyer notre échange. Donc Marie, peut-être que tu peux partager ton écran. Toi, tu pouvais le partager ou pas? Parce que j'avais peur, je t'ai dit que ma connexion. Ok. L'idée, c'est d'avoir un échange interactif, donc n'hésitez surtout pas à nous couper si vous avez des questions, si vous avez des points abordés pour qu'on puisse les adresser. Et on prendra quelques minutes à la fin du coup pour répondre à vos questions s'il y a des éléments auxquels on n'a pas répondu. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous donner quelques insights sur comment gérer ces premiers recrutements, les enjeux, les erreurs à ne pas commettre. Donc aujourd'hui, nous, ça fait 2 ans avec Marie qu'on a créé le Bureau des Talents, qui est un cabinet de recrutement. Et avant, on avait créé notre première startup pendant 10 ans, créé un produit hardware, une cigarette électronique intelligente pour doser la nicotine. Et on a été amené du coup à recruter à différentes fonctions, que ce soit côté tech, côté marketing, côté sales. On a fait des erreurs du coup pendant ces 10 ans. Et aujourd'hui, on essaye du coup de ne plus les faire. Du coup, je vais passer au slide suivant. Donc ça, Marie, c'est pour toi. Donc, on ne voit pas encore la slide. Mais en gros, l'impact... Si, c'est bon, c'est bon. L'impact crucial des premiers recrutements. Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'adresse surtout à des startups assez early stage. Donc, je ne sais pas combien vous êtes dans vos structures, peut-être 3, peut-être seul, peut-être 4. Mais en tout cas, c'est très important quand on a les premiers recrutements, surtout si vous cherchez un cofondateur, parce que c'est ça qui va vraiment shape l'avenir de la société. Ou même si vous recrutez votre première fonction clé, ça peut être un CTO ou un CFO. Et c'est très important parce que déjà, les investisseurs investissent dans des équipes. À votre niveau de développement, c'est l'équipe compte tout autant que le projet, si ce n'est plus. Donc, c'est sûr que d'attirer un talent qui peut aussi permettre de rassurer les investisseurs à un stade précoce, ça peut changer la vie d'une boîte. Ensuite, c'est sûr que niveau culture, quand on est 2 personnes et qu'on attire une 3e personne, l'impact de cette 3e personne va être vraiment énorme. Nous, on s'en est rendu compte dans notre première boîte, on était 5 cofondateurs et c'est vrai que ça s'était très bien passé. Malgré le fait qu'on soit 5, tout le monde nous a dit que ça pouvait être très dangereux d'être trop de cofondateurs. Mais il y avait une culture de nous 5 qui était très forte et ça a fait que sur la vie de la boîte, en tout cas le côté RH, entente d'équipe, c'est très bien passé. Et par contre, si on a aussi fait l'expérience récemment, si on prend quelqu'un, quand on est une petite société qui n'a pas forcément la même culture, la même vision d'entreprise, ça peut être vraiment terrible parce que les personnes qui vont rentrer dans la boîte, si vous êtes 3, votre 3e cofondateur ou personne recrutée n'a pas la bonne culture,
ça va influencer les prochaines personnes qui vont être recrutées dans la startup, parce qu'elles vont se dire, tiens, il y a un tiers des effectifs qui a une culture qui est dissonante, et l'impact va être énorme. Ça peut être, la personne va former un tiers de la culture de l'entreprise. Donc, c'est vraiment important à ce stade-là de ne pas se tromper. Et nous, on préfère toujours, du coup, prendre du temps et ne pas s'engager sur de l'equity tout de suite. Moi, par exemple, quand j'ai rejoint Alexandre chez Novap, c'était en 2016, je les ai rejoints un petit peu après les premiers cofondateurs. Et pendant 6 mois, en fait, on s'est dit, on va travailler ensemble. Il n'y avait pas forcément… on voulait juste voir comment ça se passait avant de faire des contrats qui légalement prennent du temps, sont coûteux en termes de legal fees, et qui après vont vous coller à des personnes, et si ça se passe pas bien, ça peut être très pénible quand il y a des contrats qui sont trop engageants. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre son temps, et si vous recrutez en CDI, peut-être à votre stade, oui, renouveler la période d'essai. C'est dur, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui le font, parce que les recrutements sont… c'est très difficile après, une fois qu'un CDI est confirmé, de séparer. Ça peut ne pas forcément être facile. Donc, c'est mieux d'être toujours prudent sur ces premiers recrutements. Alex, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur ce côté-là. Non, c'est à peu près ça. Je pense que c'est la notion de période d'essai, même pour aussi un associé, un recrutement d'associé. C'est d'avoir une période, ce que tu disais, d'avoir une période où on apprend à se connaître et à voir si on peut fonctionner ensemble avant de sceller un pacte. C'est quasiment un pacte de mariage. C'est très engageant. Donc là, lorsque vous allez vous poser vos questions de recrutement, souvent je vois beaucoup de cas où les gens, des entrepreneurs veulent recruter à tel ou tel poste. Et en fait, il y a parfois de manière un peu différente de voir les choses. Il faut vraiment se poser la question de savoir quelles sont les compétences qu'on a en interne, et quel est le résultat attendu en fin de compte de ce recrutement. Est-ce que c'est la livraison d'une app? Est-ce que c'est des tableaux de reporting financier? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une mission en fait qui peut se faire en part-time, par exemple? Et auquel cas, la nécessité de recruter quelqu'un en CDI est peut-être plus si importante, et on peut songer à d'autres solutions comme du freelance, de la presta, des engagements au forfait, pour livrer des briques techniques dont on n'a pas forcément une maîtrise ou un contrôle total si vous n'êtes pas très tech et que vous avez des développements à faire quand même. Ça peut être pertinent d'externaliser cette partie pour vous focus sur votre vraie valeur ajoutée. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut se poser la question et de se dire, est-ce que je veux vraiment me lancer? Est-ce que j'ai cette appétence tech? Est-ce que j'ai cette appétence financière ou autre? Et se demander s'il n'y a pas possibilité d'externaliser, comparer les coûts par rapport à un CDI, puisque c'est vrai que le coût du travail aujourd'hui représente quelque chose d'assez significatif sur l'addition finale. D'ailleurs, pour rajouter, Alexandre, nous, on avait… aujourd'hui, il y a pas mal de solutions. Il y a de plus en plus de solutions qui offrent de grandes flexibilités. Nous, c'est vrai qu'à l'époque de notre première entreprise, Enovap, on n'avait pas forcément toutes ces options en tête. Aujourd'hui, on a des consultants qu'on place au bureau des talents et des CFO en part-time. Et à chaque fois, je me dis, si j'avais su à l'époque d'Enovap, en fait, on aurait pu avoir quelqu'un de vraiment capé, mais à 2 jours par semaine, sans engagement. Et c'est vrai que ça nous aurait largement suffi, en fait, d'avoir un CFO même 1 jour par semaine. Et ça aurait été une très bonne option pour nous. Donc, c'est vraiment toujours considérer ces différentes options. Aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes, Fiverr ou d'autres sur des thématiques tech précises, et qui permettent d'avoir, si c'est pas il y a aussi des développements qui ne vont pas être des développements forcément clés, mais plus support. Dans ce cas-là, c'est vrai que ces fonctions-là, ça peut être pertinent de ne pas les internaliser. Ensuite, sur un overview un peu d'un processus de recrutement, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on divise en plusieurs étapes. Donc, on a une préqualification qui peut se faire par téléphone. C'est une première approche, un premier contact. On va essayer de valider que le candidat a les principales must-have en termes de skills qu'on recherche, pour pouvoir faire un premier tri des candidats,
Après, ça dépend du volume de candidats que vous avez. Il y a des besoins sur lesquels vous avez posté des offres, vous n'allez pas avoir de candidature, auquel cas il va falloir faire de la chasse. Mais voilà, ensuite, un premier entretien qui peut durer 30-45 minutes, voire plus. Mais bon, généralement, c'est bien de le tenir sur ce timing-là pour rentrer un peu plus dans le détail des expériences et voir expliquer un peu mieux le poste en question, voire confirmer avec le candidat que ça correspond bien à ce que lui aussi recherche. Après, il y a souvent un use case ou un cas technique pour valider les compétences, notamment sur des projets, des profils tech, pour s'assurer que le candidat comprend bien l'environnement technique dans lequel vous êtes et va pouvoir performer. Et il y a bien sûr une rencontre physique qui peut, alors, soit vous pouvez faire en physique dès le départ, mais l'idée c'est de pouvoir voir plus de candidats et avoir quelques rencontres physiques à la fin pour valider en fait le culture fit. Et le culture fit, c'est voilà ce que Marie disait, c'est le matching, l'adéquation de la culture de votre boîte, de votre culture, vous, en tant que manager, par rapport à celle du candidat et ce qu'il recherche en termes d'environnement, en termes de management, en termes de pas mal de choses, quoi. Donc, l'idée, c'est de ne pas uniquement se focaliser sur les compétences techniques et vraiment de prendre en compte les compétences humaines et les soft skills qui vont faire la réussite ou pas de la collaboration. Parce qu'aujourd'hui, le marché est assez volatile. Oui, une cohésion. Juste sur le côté culture fit pour jump in, c'est vrai qu'il y avait une RH d'une société de gestion qui disait nous, en fait, on est très difficile sur nos recrutements. Donc, bien sûr, tous les côtés techniques vont être très importants. Mais à la fin, le partenaire va faire l'entretien final et finalement, c'est est-ce qu'on a envie d'aller prendre une bière avec cette personne ou un café, je ne sais pas quel est votre, peut-être que c'est un mocha latte amande, mais en tout cas qu'il y ait ce côté, tiens, est-ce que j'ai envie de passer du temps avec cette personne et pour qu'il y ait aussi une cohésion de groupe, que toutes les personnes, ce soit un groupe qui fonctionne. Et donc, c'est vrai que je trouvais cette phrase assez intéressante. Moi, je ne l'aurais peut-être pas formulée aussi fortement, mais en tout cas, c'est comme ça que certaines sociétés voient les choses. Alex, désolé, je t'ai coupé. Non, c'est très bien. Le culture fit, du coup, on vient d'en parler, mais peut-être Marie, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Je pense qu'on est assez clair. Oui, c'est en fait identifier aussi votre raison d'être, comment vous voyez votre société. Est-ce que nous, par exemple, au Bureau des talents, on s'est pas mal posé la question. Donc, on veut être un cabinet de recrutement très efficace, mais en même temps très humain. Donc, aujourd'hui, les cabinets de recrutement, c'est très mathématique comme fonction. Donc, c'est combien chaque personne rapporte à une boîte, parce que c'est des fonctions commerciales où on close tant de placements. Et ça peut très vite devenir des machines où ton manager te demande tes objectifs chaque semaine. Est-ce que tu les as remplis? Il y a une pression. Nous, on voulait se différencier un peu de ça et garder un esprit d'équipe plus humain. Et depuis le début, on essaye de recruter aussi dans ce sens-là et de mettre ce côté-là en avant et de rester fidèle à cette vision qu'on a, même si après, il y a des choses qui sont parfois plus difficiles parce que c'est moins rentable, parce qu'on met moins la pression, mais en même temps, on attire des talents qui en ont marre de cette pression et qui sont des super talents. Donc, à chaque fois, la culture va avoir des pros et des inconvénients mais en tout cas, je pense que c'est important de la définir et de se dire comment vous voulez que votre boîte soit, qu'est-ce qui est important pour vous, votre vision, et de l'établir dès le début et de rester fidèle. Bon, si possible, après, en entrepreneur, il faut être flexible aussi, mais la culture, je pense qu'on ne la change pas, c'est un peu qui on est, quoi. Alexandre, à toi. Ouais, sur la partie recrutement, concrètement, comment s'y prendre pour recruter un stagiaire, un alternant, un premier CDI, un associé. Sans surprise, vous avez la possibilité de publier des annonces. Donc sur LinkedIn principalement, c'est un bon vivier. Il y a aussi les job boards, notamment HelloWork et Indeed. HelloWork, je crois, propose des solutions pour les entreprises finales à 100 € par mois sur un engagement annuel, il me semble. C'est vraiment pertinent parce que ça permet d'avoir accès à une CV Tech et d'aller faire sa propre recherche avec les bons filtres. Par exemple, très rapidement, je vais pouvoir lancer une nouvelle recherche sur HelloWork. Alors, soit en mode simplifié, soit en mode booléen. Donc là, vous allez pouvoir mettre des conditions, des exclusions, etc. Mais si je recherche, par exemple, un développeur
front-end à Paris. Voilà, je vais avoir 3500 CV. Peut-être que je vais rechercher du Node comme compétence, par exemple. Et je vais me retrouver avec la moitié des CV. Et je vais pouvoir rajouter voilà, des exclusions, des conditions de mots-clés, Node et... tiens, on va voir, je sais pas moi, Vue. Donc là, on se retrouve avec 308 CV. Et je vais pouvoir du coup avoir accès directement aux candidats, pouvoir regarder leur CV. Et filtrer. Il y a déjà des indications de salaire pour certains, pouvoir voilà, les contacter. Donc c'est une solution assez efficace. Elle a son prix. Et puis, il faut maîtriser les recherches booléennes du coup pour pouvoir aller cibler précisément ce que vous recherchez. Bon, il y a Indeed aussi, bien entendu. Mais souvent, très souvent, vous allez avoir vous allez avoir des candidatures. Elles ne sont pas pour autant qualifiées et il faut souvent aller chercher, faire de la chasse de manière un peu plus chirurgicale sur LinkedIn pour identifier du coup des profils déjà en poste avec des compétences en particulier, quoi. Donc ça, il y a d'autres licences. Il y a Sales Navigator de LinkedIn que certains doivent connaître, qui l'utilisent probablement déjà, ou des licences plus abouties comme LinkedIn Recruteur RPS, donc recruteur professionnel, qui permet d'avoir accès au statut Open to Work des personnes. Bon, c'est des licences qui ont leur prix aussi. Ça coûte près de 6 000 à 7 000 la licence pour celle-ci en l'occurrence. Mais ça donne accès quand même à un certain avantage sur le marché pour pouvoir identifier des personnes en recherche parce que c'est vraiment ça l'enjeu. Et les gens ne vont pas forcément sur les job boards. Donc voilà, il y a aussi la notion d'annonce sponsorisée sur LinkedIn. Vous allez pouvoir mettre du budget, comme une publicité, une ads, sur votre annonce pour venir pusher votre annonce auprès des profils qui semblent correspondre basés sur des compétences et des mots-clés. Donc voilà, c'est un métier, c'est un peu 360. Après, il y a d'autres job boards plus spécialisés. Il y a Welcome to Jungle qui est très intéressant pour des profils un peu start-up. Mais ça ne suffit pas, il faut vraiment multiplier les canaux d'acquisition de candidats pour pas faire un choix restreint, on va dire. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, l'immense majorité des placements qu'on fait, qui sont validés par les clients du coup, proviennent de la chasse. Même si c'est toujours intéressant d'avoir des annonces qui sont postées pour voir s'il n'y a pas une pépite qui se balade, quoi. Mais beaucoup de gens sont en recherche d'emploi, ils vont candidater, ils vont être hors scope par rapport à votre offre. Pour ce qui est des étudiants en alternance ou en stage, il y a aussi d'autres leviers qui sont les relations écoles. Donc, identifier des formations en particulier et rapprochez-vous des relations entreprises pour aller au JPO, pour rencontrer des étudiants qui vous fassent du push de candidats qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez. C'est assez utile aussi. Sur un autre levier pour attirer les talents, Marie, peut-être que tu veux faire la partie BSPCE. Oui. Donc, au début, c'est sûr que quand vous allez vouloir attirer soit un premier, soit un cofondateur, soit peut-être votre CFO ou un CTO et qu'il n'aura pas le statut de cofondateur, c'est sûr que vous n'aurez peut-être pas les moyens tout de suite de vous aligner en termes de salaire sur des entreprises du marché où ces personnes pourraient aller. Donc, bien sûr, les BSPCE sont un outil intéressant. Donc, c'est un outil qui permet à la personne d'avoir une garantie qu'elle peut racheter des actions à un terme préférentiel quand il y a un élément déclencheur, par exemple à la prochaine levée de fonds. Et donc, le prix est fixé, déjà dans le contrat. Donc ça peut être, c'est fréquemment utilisé et c'est sûr que, en tout cas, nous, on l'utilise encore aujourd'hui et on l'a utilisé précédemment. Bien sûr, si vous promettez des BSPCE, pareil, c'est mieux d'attendre, en fait, de dire, il y a 1 an où on travaille ensemble. Si tout se passe bien, voilà, que les 2 périodes d'essai sont renouvelées. Après, il y aura un vesting dans le temps. Donc, en général, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans. Où
la personne, voilà, chaque année débloquera un certain pourcentage de BSPCE. Et ça peut être conditionné soit juste au temps, soit à la réalisation de certains objectifs qui sont réalisés ou non. Et ça, c'est vrai que c'est l'outil principal pour pouvoir rémunérer des talents à un stade où on n'a pas forcément de cash pour le faire. Donc, voilà, j'imagine que vous avez déjà vu cet outil et peut-être déjà utilisé. Mais en tout cas, c'est important de le mentionner. Ensuite, c'est aussi important de bien l'expliquer aux personnes qui viennent, parce que bon, si c'est un CFO, il va comprendre. Mais parfois, nous, on avait des personnes qui croyaient que c'était directement des actions. Donc, on leur disait non, il faut quand même expliquer le produit pour pas qu'il y ait de mauvaise communication et qu'après, la personne puisse être déçue parce qu'elle n'a pas compris ce que c'était. Dans les faits, c'est très proche, même si le bon de souscription, c'est un bon de souscription, c'est un bon qui donne droit à l'achat d'actions à un tarif prédéfini. C'est le même droit au final. Dans les faits, la personne, si elle exerce son bon, elle bénéficie. Y a pas il peut y avoir des conditions qui sont adossées à ce bon, mais ça peut être juste du temps, donc le vesting dans le temps. Et donc, le résultat est le même pour le salarié à la fin. C'est juste un outil pour faciliter et pas devoir faire une augmentation de capital immédiatement, mais créer un bon qui sera exercé plus tard, lorsque vous aurez cet élément déclencheur qui est une augmentation de capital, etc. Voilà, mais par exemple, si après la personne souhaite partir avant un élément déclencheur, voilà, ça peut être il faut parce que c'est en levée de fonds, rachat, l'élément déclencheur, Alex, est-ce qu'il y en a d'autres pour le BSPCE? Il y a augmentation de capital, rachat, principalement. Oui, ok. Voilà. Les relations écoles, on en a parlé, mais c'est hyper important de nouer des partenariats si vous cherchez à recruter des stagiaires ou des alternants. Il y a aussi un autre job board qui est intéressant qui s'appelle Job Teaser, qui permet de cibler des écoles en particulier. Mais pareil, tout ça, c'est des coûts. Et quand on les somme, ça représente un sacré budget. Donc voilà. C'est la fin de la présentation. Du coup, l'idée, c'était de prendre un peu de temps avec vous pour voir si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre éventuellement, des problématiques que vous vivez aujourd'hui, pour qu'on puisse éventuellement vous donner quelques conseils. Donc, si quelqu'un a un sujet à partager, une question, un point qu'on n'a peut-être pas assez approfondi, n'hésitez pas à vous manifester. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Alexandre. Ouais. C'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions, du coup? Élie qui vous répond aussi que tout était très clair. Aujourd'hui, les personnes à qui on parle en sont à quel stade exactement? En général, les équipes sont composées comment? Ça peut dépendre des startups, du coup. Je peux pas répondre à ça, mais ça va dépendre de la structure des startups, leur degré de développement, le statut de leur développement et là où ils en sont. Ouais. Oui, Manuel? Ton micro est coupé. Ouais. Ouais, pour donner un exemple, si vous voulez, avec la startup. Je sais pas si c'est OK pour vous. Bien sûr, ouais. Pour ça, ouais, voilà. Écoute, nous, on a. Alors, merci pour la présentation, déjà. 2, j'ai peut-être pas tout capté les mots en anglais avec les skills, les culture fit, les machins, les sharp et ainsi de suite. Mais bon, on commence à s'acculturer à tous ces termes-là. Donc super, c'était en tout cas très clair. Merci pour la première partie qui permet aussi de dire que c'est bien de recruter, mais comme j'ai mis dans le pardon, excuse-moi. Comme j'ai mis dans le commentaire, il faut savoir accompagner les agents ou les personnes qu'on va recruter parce que ça change tout, ne serait-ce que la médecine du travail, de tous les impacts un peu administratifs qu'on peut avoir avec les documents uniques et ainsi de suite. Et puis nous, c'est une start-up où on a vraiment cette culture parce qu'on est tous actionnaires d'une équipe de recherche au CHU de Poitiers, donc on est tous des potes, même si on est 6 autour de la table, ça fait peut-être beaucoup, ça c'est sûr et certain.
et l'intérêt aussi de chacun de pouvoir avoir des missions propres et se sentir utile. Et par rapport donc au recrutement, c'est vrai qu'on est plus sur des stagiaires parce que je suis désolé de dire ça, mais c'est ce qui coûte le moins cher pour commencer à mettre un petit peu à dérisquer les choses et à faire des choses au sein de la société. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que il faut encore une fois être derrière et on sait l'impact que ça a de pouvoir prendre du temps pour le mettre dans cette culture d'entreprise qui est pas si facile que ça. Et pour aller boire une bière, on n'est plus bière nous, donc on peut aller boire une bière à la fin de la soirée, enfin journée de travail. Donc on est voilà. Après il y a tout ce qui est bien sûr l'écosystème, comme vous disiez tout à l'heure, l'argent qui permet de dire j'ai bien envie de me développer, mais sans argent c'est un peu compliqué. Donc voilà, on en est sur une création de start-up qui ça depuis 5 ans. On prend trop notre temps, mais parce qu'on a des réglementations nous qui sont un peu spécifiques à l'hôpital où on ne peut pas être à 100% et diriger notre boîte. Et donc, encore une fois, le principal, c'est ce que je disais avec Pierre l'autre jour quand on s'est vu, et Hélène, c'est ce CEO en fait qui est important nous concernant. Et c'est un premier recrutement aussi, ça va être lui qu'on va recruter. Donc, vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur une société s'il n'est pas dans la culture et dans nous ce qu'on essaye d'élever notre bébé, quoi. Donc voilà. Ouais. D'ailleurs, petite remarque sur le coût d'un stagiaire par rapport à un alternant. Très souvent, ça va être assez similaire parce qu'un stagiaire, admettons que vous preniez la rémunération de base, un minimum qui est de l'ordre de 600-700 euros. Un alternant, en fonction de son âge, va pouvoir être entre 800 et le SMIC, 1008. Mais très souvent, à leur âge, c'est 20 ans, 21 ans, on va être à 900 euros, 1000 euros par mois, 1100 euros par mois. Et dessus, vous avez une aide de l'État pour l'embauche d'un premier alternant, enfin pour l'embauche d'un alternant de la première année, peu importe le nombre, qui est de l'ordre de 500 euros par mois, qui vous est crédité tous les mois. Donc c'est exactement ça, Alexandre. C'est exactement ça. En fait, nous, on est avec l'école ESIGELEC, un ingénieur, et je paye 1041,21 euros par mois ce stagiaire alternant sur 3 ans, avec des aides qui sont de 500 euros par notre OPCO Atlas, qui nous permet de le financer la première année, et puis la deuxième année, troisième année, ça sera à nous de voir. Mais c'est une belle aide, hein. C'est-à-dire que derrière, ça fait que 500 euros par mois pour quelqu'un qui, au départ, forcément, est plus à l'école que chez nous, mais c'est un mois, mais à la fin, il sera plus chez nous, mais ça fait avancer des choses quand même. Ouais. Merci. Et du coup, l'avantage, c'est que ça dure un an. D'ailleurs, quand les alternants, toujours faire bien attention parce que parfois, on se dit c'est pas forcément cher. Il faut tout de suite demander quand même les coûts de l'école et aussi regarder la grille parce que parfois, on a des conventions où on est obligé de payer plus que le SMIC. Et parfois, là, on a eu un cas où l'alternante est en première année de bachelor, mais en fait, elle avait fait 2 ans avant. Et en fait, ça peut presque… c'était soit au début 900 euros, soit si on considérait qu'elle avait déjà fait une équivalence, ça passe à 1500 euros. Donc, pour une startup early stage, il faut faire attention quand même aux modalités et avant de dire oui, bien regarder les détails et pour être sûr de savoir quelle est l'enveloppe globale sur laquelle on s'engage. Et Marie, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison, il y a aussi le reste à payer en fait de l'école, parce que c'est bien beau de payer l'étudiant, mais des fois ils nous disent derrière il reste 6 000 euros à payer. Donc le but là c'est de faire s'il vous plaît, et en fait voilà, nous c'est redescendu à 0, mais j'aurais jamais pu faire quelque chose avec ces 6 000 euros sur la totalité de la scolarité de l'alternant. Ouais. Et pareil, ça aussi une thématique qui peut être intéressante pour vous. Donc, il y a des écoles qui vont accepter en effet et d'autres écoles qui ne vont pas accepter de baisser les coûts. Nous, on a vu les deux cas. Donc, en général, il y a plutôt… ils reconnaissent que pour les startups, ça devrait être un peu moins cher. Donc, mais il y en a qui ne vont pas changer. Et autre chose à savoir, donc l'alternance, on s'engage parfois pour 2 ans et savoir que c'est un contrat qui est assez ferme. Donc,
bien s'assurer pendant la période d'essai que l'alternant est bien, parce qu'après, c'est pas forcément facile de pouvoir, si ça se passe mal avec un alternant, de pouvoir le faire partir, parce que l'alternant, en fait, a plus de droits et du coup, c'est l'alternant qui doit décider de partir. Donc ça, c'est aussi important quand même de le mentionner. Donc si vous partez sur des contrats de 2 ans, vous ne pouvez pas le dénoncer à la fin de la première année, ou en tout cas, faites bien attention au contrat, parce qu'après, c'est parti pour 2 ans et c'est des coûts qui ne sont pas négligeables. Donc voilà, je trouve que c'est important de le noter. Désolée de mettre un peu… Il y a une autre question d'Amandine. Oui. Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu Amandine, savoir, oui. vous avez mentionné rapidement en fait les différentes possibilités type lien pour externaliser. Est-ce que vous pouvez nous les redonner ou nous les envoyer peut-être? Je ne sais pas ce qui est le plus facile pour vous éventuellement, parce qu'on serait, nous, on est intéressés fonctionnement pour voilà, pour certains aspects, certaines tâches effectivement de faire ça pour débuter effectivement. Bien sûr. Vous voulez Alexandre, les toi, tu en avais plateformes, un autre. les plateformes pour recruter, du coup, c'est ça? Non, les plateformes pour, Oui. je pense plutôt Pour trouver des compétences extérieures, effectivement. Ouais. Ouais, tout Il y à a fait. Fiverr, FIVER qui permet d'avoir des microservices. Ensuite, vous avez Malte pour trouver des freelances. Il y a Collective aussi, Collective Work, qui propose un accès à une base de freelance. Voilà, c'est les principales bases qu'on peut utiliser. Ok, merci. Axel, Alexandre, tu l'avais trouvé sur Fiverr? Non, je l'avais trouvé via une autre plateforme. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ok. Pour une dernière question, du coup, Ellie, oui. Du coup, j'ai monté la startup Pictamap l'année dernière. Je suis tout seul actuellement. J'ai recruté 2 stagiaires. Ça coupe un peu, Ellie. Excuse-nous. Vous m'entendez bien? C'est bon là? C'est un peu mieux, ça coupe au C'est début. mieux. Ouais. Ok, super. Je vais parler un peu plus fort. Du coup, j'ai créé la startup Pictamap et j'ai recruté 2 stagiaires il y a un peu moins d'un mois. Je suis tout seul actuellement et je me pose la question pour le développement d'avoir toujours des personnes autour de moi. Les stagiaires, c'est, comme on le disait, le moins onéreux. Et, je me posais la question sur l'alternance, là on vient d'en parler, mais aussi les mi-temps. Qu'est-ce que vous pensez des mi-temps? Est-ce que vous avez un regard sur ça? Je pensais notamment à une personne en commercialisation qui pourrait m'aider à mi-temps. Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est facile à recruter? Et voilà. Alex, tu veux ou j'y vais? Tiens, t'es en mute. Ah, excusez-moi. Ouais. Non, Je ça disais, peut un être une contrat à mi-temps, possibilité. c'est… Ouais. Vas-y, Marie. En fait, en CDI, ça va pas forcément. Moi, j'ai peu d'expérience sur les mi-temps en CDI parce que voilà, c'est moins commun. Mais par contre, ce que tu pourrais trouver, c'est par exemple un freelance qui peut t'accompagner. Et ça, il y en a. Ça peut être une option parce qu'au moins, tu peux avoir quelqu'un d'assez expérimenté. C'est pour une fonction sales, c'est ça? C'est très principal. Vous m'entendez toujours bien? C'est bon. Ellie, ça a marché, là. J'ai pas entendu, désolé. Comme ça? Non. Essaye. Et ouais, si c'est mieux là. C'est mieux ou pas? Ok. Oui. Oui, c'est Ok. mieux. C'est une fonction sales. Oui, principalement sales, mais aussi de communication. En fait, l'idée, ça serait de prolonger les missions de mes 2 stagiaires actuellement. J'en ai un qui est sur le développement informatique et la prod et la R&D, voilà, grossièrement. Et la deuxième personne, elle est sur la communication digitale et le marketing, donc et la commercialisation aussi. Donc, elle m'aide dans les rendez-vous, elle m'aide dans la prospection, elle m'aide dans la communication. Donc l'idée, ça serait d'avoir quelqu'un de permanent à ce poste,
mais à mi-temps, je pense que ça pourrait suffire. Et l'idée des freelances, en fait, j'aimais beaucoup l'idée, mais les lois qui sont en train d'être passées contre les auto-entrepreneurs, là, j'ai l'impression que ça va faire diminuer le vivier de personnes disponibles qu'on peut recruter sur des missions comme ça. Et je sais pas, en fait, quelle visibilité et quelle, voilà, en comparaison avec un mi-temps sur un CDD ou un CDI, qu'est-ce que ça peut valoir? En fait, un mi-temps en CDD, il y a très peu de personnes qui recherchent un mi-temps en CDD. En fait, ça veut dire qu'ils ont un autre mi-temps à côté. Donc, c'est des profils très. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui sonne chez moi. C'est des profils très atypiques. Et du coup, il y a beaucoup plus de chances de recruter quelqu'un en freelance. Le statut qui évolue, il y a des petites évolutions en effet, mais les gens ne sont pas tous en statut auto-entrepreneur, ils sont aussi en statut SASU, donc entreprise, ou auquel cas ils n'ont pas la même fiscalité. Par contre, c'est vrai que ça représente un coût beaucoup plus important en freelance. On va être à 300, 400, 500 euros jour. Donc, ça représente des budgets à votre stade qui sont peut-être pas acceptables. Et donc, l'option freelance, il y a beaucoup plus de freelance. Si vous postez une annonce pour un freelance ou un CDD mi-temps, dans le CDD mi-temps, vous allez avoir 5 candidatures. Dans l'offre freelance, vous allez en avoir des dizaines, voire des centaines. C'est une évidence à ce stade et le marché évolue vers le freelance à tous les niveaux. Parce que c'est vrai que les candidats que tu vas avoir qui recherchent un CDD à mi-temps, bon, je ne veux pas faire de généralisation, mais en général, tu ne vas pas avoir des perles parce que personne recherche un CDD en mi-temps. Bon, peut-être un CDI, oui, mais en CDD, je pense que… Et tu peux aussi… tu as des gens qui sont aussi ouverts d'avoir une grosse partie en commercial au succès. Tu peux leur dire, en fait, moi, la première année, je suis prêt à donner une grosse partie de la marge que tu génères et te reverser une grosse partie si, par contre, on baisse ton fixe. Donc ça peut être pour les fonctions sales, c'est aussi une possibilité voilà, qui est possible. Il y a certains profils qui sont OK pour ce genre d'approche. Ok, merci pour ces informations. C'est à réfléchir, en fait, c'est toujours compliqué, je trouve, de savoir si on embauche directement en CDI à plein temps, sur quelle mission, etc. Ouais, la pérennisation des postes, je trouve que c'est un challenge. Et comme le disait Manuel, tout ce qui va à côté, l'administratif et les frais qu'on peut avoir qui se rajoutent par-dessus, c'est assez complexe à appréhender quand on commence une activité comme ça. Oui, le temps aussi que tu passes à tout ce côté administratif, déjà, tu n'as pas le temps de gérer tes projets et ça se rajoute en top. Donc, en effet, chaque recrutement, il faut vraiment que ça vaille le coup parce que oui, ça te prend du temps aussi. Mais oui, réfléchis. Moi, c'est vrai que le côté freelance, si tu peux le faire un jour par semaine, même peut-être, et quelqu'un de très compétent, je ne connais pas ton besoin en particulier, mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un de compétent, peut-être moins, sur une plus courte période, plutôt que d'avoir un CDI à mi-temps. Mais bon, ça dépend, je ne connais pas la quantité de travail. Peut-être que toi, c'est une quantité, tu as énormément de prospection à faire, donc je te laisse. Mais en tout cas, considère bien toutes les options. Merci Marie. Une dernière question. Pardon, excuse-moi, Elie. Vous voulez rebondir ou… Non, c'est bon, merci. Oui, Manuel, peut-être une dernière question, après on va passer à Marius. Oui, juste pour un merci. Retour, ouais, il faut aller en scale-up en fait. Il faut être tranquille. Enfin, faut regarder un petit peu ce qu'on est capable de faire aussi en fonction du budget qu'on a et de la trésorerie aussi qu'on a. Je peux le voir actuellement, c'est ce qui est un peu chaud. Donc, faut pas oublier ça. Le fait de prendre un freelance nous permet peut-être aussi de lisser un petit peu plus les choses en fonction de la roadmap qu'on a à faire, de la segmentation. Et attention, si on prend de l'extérieur, je le vois nous dans notre domaine. Si on prend un freelance qui va rentrer peut-être dans des définitions de sous-traitants dans la santé, il faut qu'il soit, nous, labellisé pour recevoir des missions que nous, on lui donne, à savoir des ISO spécifiques, système de management de la qualité. Sinon, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas faire de la CIR, on ne peut pas faire de la C2I. Donc, il y a des choses aussi à faire attention concernant la santé, parce que je connais que ce moyen-là, c'est vraiment de rentrer dans le dispositif médical et dans le nouveau règlement européen qui dit que, voilà,
puis on fait appel à quelqu'un en sous-traitance, il rentre dans ce cadre-là. Et donc, derrière, il y a un process qui est aussi faramineux, encore une fois. Mais donc, voilà, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de vraie ou de fausse route. C'est en fonction du ressenti et de la personne aussi qu'on a en face. Donc, des grosses discussions avec Ellie, il faut que tu t'entoures de personnes pour pouvoir discuter. Ou alors dans un miroir, mais c'est assez chaud, quoi. C'est un peu schizophrène. Ouais, merci Manuel. En fait, je suis un peu dans le même cas parce que mes travaux, ils sont issus de la recherche universitaire et j'ai encore beaucoup de collègues dans ce monde-là. Donc, on essaye de réfléchir à tout ça, mais on a le cerveau de chercheur, on n'a pas encore le cerveau d'entrepreneur. Et c'est ça la difficulté pour nous, j'ai l'impression. Oh que oui, c'est deux choses différentes. Merci à tous. Merci Marie, merci Alexandre pour la présentation qui a été faite. Très clair pour votre temps. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on passe et qu'on laisse la parole à Marius, qui va nous expliquer du coup les différentes aides au recrutement que propose Grand Poitiers dans les projets de nos startups. Marius, je te laisse la parole et l'écran si tu le veux. C'est bon, il y a le micro, c'est mieux. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? J'ai partagé. Oui, on voit bien ton Oui, écran. c'est formidable, merci. Alors, du coup, merci déjà de me laisser présenter les dispositifs de Grand Poitiers pour le recrutement. Donc, je suis Marius Magnan, je suis responsable enseignement supérieur et innovation, et j'ai notamment en charge de l'aide à l'innovation, celle que je vais présenter particulièrement, mais ça va me permettre également de vous présenter, pardon, les autres possibilités d'accompagnement au niveau RH et recrutement qu'on a à Grand Poitiers. Désolé, je suis pas très clair ce matin, je suis très malade, donc je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. Alors, du coup, pour parler de l'aide à l'innovation, pour commencer, parce que c'est l'objet principal de mon propos, l'aide à l'innovation, c'est une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 euros, qui est accordée si vous avez un projet déjà, je viens de me tromper, j'ai écrit projet d'aide à l'innovation. Si vous avez un projet innovant en cours, ou à caractère innovant en tout cas, il y a différentes manières de caractériser l'innovation, mais ça, on peut le voir après. Et si vous le souhaitez, après, je pourrais vous envoyer les règlements des aides. Et cette aide, elle est conditionnée au recrutement d'un stagiaire ou d'un apprenti pour travailler sur le projet innovant en question. Donc justement, vous avez balayé un peu la question stagiaire-apprenti juste avant, donc ça tombe bien, et puis on en reparlera un petit peu juste après. Et donc, avec ces conditions, enfin, ces premières conditions-là, vous pouvez bénéficier d'une aide qui va jusqu'à 10 000 euros. Les conditions de l'aide, c'est d'être implanté sur le territoire de Grand Poitiers et inscrite au registre des sociétés, d'avoir une situation financière saine, parce qu'en tant que collectivité, on ne peut pas subventionner une entreprise qui n'a pas une situation prometteuse pour l'avenir, on va dire. Et enfin, d'avoir ce projet à caractère innovant. L'idée, c'est de pouvoir démontrer l'effet levier de cette aide dans la réalisation du projet. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour faire cette demande d'aide? Quand vous entrez en contact avec moi, vous avez déjà un dossier à remplir, un bon dossier papier qui est là. Peut-être qu'il passera en numérique un jour, mais vous savez, le temps de la fonction publique parfois est un peu long, mais on y viendra. Donc, vous avez ce dossier à remplir et moi, je suis là pour vous accompagner pour le remplir. Vous pouvez le remplir une première fois tout seul. La chose, ça va être donc de donner des éléments financiers et puis des éléments, bien sûr, de description du projet. Et donc, après, on va le travailler ensemble, ce dossier, de manière à ce qu'il soit le mieux monté possible et pour le mieux montrer votre projet, parce que je suis un technicien qui va ensuite apporter ce dossier dans le cas où, évidemment, il est considéré comme éligible à l'aide. Je vais le présenter dans un comité des aides où il y aura plusieurs représentants, la BPI, Banque de France et nos élus d'Eveco, qui vont choisir d'accorder ou non l'aide. C'est pas forcément automatique, c'est vraiment en fonction de l'avis du comité. Mais en tout cas, en tant que technicien, je suis là pour vous accompagner et disponible pour échanger régulièrement, pour faire des points réguliers, pour faire en sorte de donner le maximum de chances pour obtenir cette aide. Donc, pour revenir sur l'aide, et là, c'est ce dont vous parliez juste avant,
je vous l'ai dit, cette aide, elle est conditionnée au recrutement d'un stagiaire ou d'un apprenti qui travaille sur ce projet innovant. Euh, pour rappel, le coût d'un stagiaire, c'est 4,35 € minimum de l'heure. À partir de 2 mois, en tout c'est gratuit, mais dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans les conditions pour cette aide à l'innovation. Ça fait à peu près 669,90 € par mois. Il n'y a pas de cotisation sociale, sauf si le salaire est au-dessus du minimum, et donc il y aura une cotisation sur le dépassement. Et pour l'apprentissage, c'est un salaire qu'en fonction de l'âge et du niveau de diplôme, de 27 à 100% du SMIC, mais en l'occurrence, dans notre cas, il faut que ce soit, et ça j'aurais dû le préciser, stagiaire ou apprenti, qui soit en master et qui ait des compétences, compétences de recherche et compétences pour bosser sur l'innovant. Exonération de cotisations salariales dans la limite de 79% du SMIC et réduction des cotisations patronales également. Et donc, comme vous l'avez évoqué juste avant, il y a une aide financière de 5 000 € par contrat pour la première année de contrat, ce qui fait un coût mensuel qui peut être très réduit. Par exemple, sur un apprenti d'1 an, ça peut être de 436 € par mois. Après, il faut compter que le coût réel d'un apprenti, ça inclut le temps d'encadrement et de formation qui peut être plus significatif que le coût financier direct. Pour l'entreprise, recruter un stagiaire ou un apprenti, ça peut permettre un soutien opérationnel qui libère du temps. Vous le savez qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes souvent seul et se concentrer sur le fond du projet et sur toutes les tâches qui sont autour pour faire développer l'entreprise, c'est compliqué. Ça te permet un soutien opérationnel, accès à des financements pour soutenir des projets innovants à fort potentiel d'emploi, en parlant si on s'intéresse à l'aide à l'innovation à laquelle vous pouvez avoir droit. L'opportunité d'intégrer des nouvelles compétences et un regard neuf, ça peut toujours faire du bien également d'avoir un regard extérieur, et qui plus est d'une génération différente aussi, des fois, ça peut toujours aider. Et c'est surtout aussi un tremplin vers un éventuel premier recrutement, parce que peut-être que, effectivement, prendre des risques, ça fait partie du quotidien d'un entrepreneur, mais des fois, on peut aussi sécuriser ces risques, et ce premier apprenti stagiaire peut être votre futur premier collaborateur en CDI. Et j'en suis un exemple, par exemple. L'année dernière, j'étais encore apprenti au Centre Grand Poitiers. Aujourd'hui, je suis là. Donc, ça peut aussi servir à ça. Et puis, pour la collectivité, nous, faire cette aide à l'innovation, parce qu'on reste un service public, pour nous, cette aide à l'innovation, elle sert à accompagner l'émergence et la structuration de projets innovants, à encourager et sécuriser la prise de risque des entreprises en matière d'innovation, générer de la valeur ajoutée, de l'emploi et renforcer les compétences en recherche et développement sur le territoire. Et puis par rapport au schéma local d'enseignement supérieur, recherche et innovation qu'on a, qui a été refait l'année dernière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez rechercher si cela vous intéresse. On a cet intérêt d'offrir aux étudiants du territoire des perspectives de formation professionnelle et un terrain propice à l'expérimentation. Donc, il y a plusieurs startups de néologie qui ont bénéficié d'une aide à l'innovation. Vous en avez une petite sélection ici qui sont dans les dernières, puis notamment Ellie, Manuel qui sont là. Je n'ai pas fait attention à tout le monde, mais en tout cas, j'ai vu que vous étiez présents. Donc, voilà, par exemple. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'à Grand Poitiers, il y a un accompagnement RH qui peut vous être proposé. Et ça, c'est un service qui n'est pas spécialement connu, c'est un service qui est gratuit et qui n'est pas non plus conditionné au fait d'avoir une aide quelconque aux entreprises, qu'on a différentes aides aux entreprises aussi au niveau de notre direction. Cet accompagnement RH, il est fait par Jean-Christophe Sarrazin, qui est chargé du développement emploi-entreprise, si je ne me trompe pas sur son nom de poste. Et il peut, déjà, il vient à votre rencontre dans votre entreprise. Et donc, si vous avez vraiment des projets RH de recrutement et à n'importe quel stade, que ce soit premier ou un autre, et Jean-Christophe, il vous aide à identifier vos besoins, peut vous aider à rédiger vos fiches de poste, diffuser cette fiche de poste dans les bons réseaux, aider à la sélection des candidatures, il peut même participer aux entretiens de recrutement. Et en plus de tout cela, il y a un accompagnement qui est possible pour le salarié s'il déménage et qui s'installe sur le territoire. Nous, on peut, ce qu'on appelle la cellule mobilité, on peut aider la personne ou sa famille à s'installer sur le territoire, même pour que ce soit juste des questions logement, école pour les enfants. C'est un service, c'est un service offert par Grand Poitiers qui n'est pas conditionné à quelconque aide. Donc, je vais vous donner même d'ailleurs les contacts juste après. Donc, en plus de cette aide à l'innovation, il y a aussi ces aides-là au niveau des RH. Et donc, voilà tout pour cette présentation. Vous avez des contacts utiles ici. Donc, vous avez Jean-Christophe Sarrazin en premier, comme je viens de vous dire, pour l'accompagnement RH. On a Dominique Perrault, qui est chargé de mission entrepreneuriat. Morgane Derbez, responsable des pôles économiques de proximité pour tout ce qui va être question
commerce physique. Robin Gonessa, Florent Moreau et Jacqueline Vinet, qui sont des chargés de mission de développement économique, qui ont chacun leur secteur, qui sont marqués pour ce qui va être installation de votre entreprise, et puis moi-même, du coup, au niveau de l'innovation. Donc, voilà pour moi. Merci de m'avoir écouté. Super, merci beaucoup, Marius. Merci, Marius. Intervention. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, pour Marius? Il y a plein de pouces pour Marius, mais il y a... Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, a priori, pas de questions. En tout cas, merci. Peut-être, je peux prendre la parole, Pierre, excuse-moi. Oui. Peut-être pour rebondir sur les dernières infos, parce que moi, à titre personnel, j'ai eu l'aide à l'innovation, comme tu disais, Marius. Pour les contacts avec Jean-Christophe Sarrazin, il y a Maud de La Belle Issue qui travaille donc à Somno Engineering, qui m'a fait un excellent retour de l'accompagnement qu'il peut y avoir pour l'implantation et faire venir des talents dans son entreprise, surtout pour l'accompagnement, trouver même du travail pour les moitiés des personnes qui sont recrutées. Donc, ouais, il y a eu un gros travail de fait, et elle m'a fait un super retour sur ça. Non, mais je ne pourrais que vous complimenter également, Jean-Christophe Sarrazin, qui fait vraiment un excellent travail, qui prend le temps de venir comprendre dans votre entreprise, visiter, comprendre comment ça fonctionne, est très accessible. Si vous avez vraiment un besoin d'accompagnement RH, vraiment, Jean-Christophe Sarrazin, n'hésitez pas à le contacter, parce que il pourra vous faire que du bon travail. Et puis du coup, j'ai pas précisé non plus dans ma présentation, parce que c'était pas le sujet, mais en plus de ces aides au niveau recrutement, on a d'autres aides aux entreprises. J'aurais d'ailleurs même dû préciser l'aide de recrutement, mais qui est pour les entreprises qui ont au minimum 2 ans, qui est d'ailleurs faite par Jean-Christophe Sarrazin, où ça peut être une aide sur le recrutement d'une personne cadre ou encadrante si il ou elle est agent de maîtrise. C'est une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 €, si je ne m'abuse. Qui peut être versé du coup à la fin de la période d'essai, et donc tout cet accompagnement-là se fait aussi à ce moment-là. On a de l'aide à l'immobilier, au conseil, on a plusieurs. Si jamais vous avez normalement des flyers à hashtag sur les aides aux entreprises. Tout à fait, on a les flyers, Marius. Super. Merci beaucoup pour ces compléments, et c'est vrai que je pense que Jean-Christophe est une superbe source, en tout cas pour nous. Ouais. On va pouvoir un peu aussi relayer l'information que je n'ai pas forcément moi, en tout cas de mon côté, à nos différentes startups. Et d'ailleurs, pour compléter, je suis aussi en contact avec Florent Moreau qui gère notamment un bâtiment dans lequel j'ai mes locaux, et qui aide aussi au développement à réfléchir au développement de l'entreprise, dans le sens où on peut voir ensemble l'évolution de l'équipe, et donc les besoins en locaux, et les bâtiments qui sont disponibles et proposés à des tarifs avantageux par Grand Poitiers pour les entreprises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux aussi, et qui est très complémentaire avec Néologie dans la maturation du projet. Et du coup, vous avez donc Florent Moreau qui fait ça pour le secteur North, donc c'est-à-dire zone Futuroscope, Jaunet Marigny. Robin Gonessa donc fait la même chose sur le secteur centre, première couronne de Poitiers, et Jacqueline Ivinec sur Chauvigny-Lusignan, et donc tout ce qui n'est pas concerné par les 2 zones précédemment évoquées. Parfait, écoutez, merci au Bureau des Talents, à Marie et Alexandre. Merci Marius de Grand Poitiers. Merci à tous d'avoir suivi du coup ce séminaire, et sachez qu'il est enregistré, il sera présent sur la chaîne YouTube prochainement. Donc si vous souhaitez le relayer ou envie de le revoir, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on vous souhaite une très bonne journée, et on vous dit à bientôt pour un futur webinaire. Merci à tous. Bonne journée, merci.